Et bonsoir à tous, merci de nous rejoindre pour ce rendez-vous de la rétrospective environnementale. Voici les titres. Le Togo a récemment accueilli une réunion régionale sur l'état de l'environnement et du climat en Afrique de l'Ouest. Les pays de la CEDEAO ont débattu sur des questions de la crise climatique et des approches de solutions. Et puis dans le Pacifique, l'État insulaire de Nauru a décidé de mettre en vente son passeport. Les raisons avancées, la quête de fonds pour financer l'adaptation au changement climatique. Le Togo a abrité du 25 au 27 février dernier une rencontre régionale consacrée à la crise environnementale en Afrique de l'Ouest. Pendant 3 jours, les participants se sont penchés sur la validation d'un rapport de synthèse visant à examiner des questions liées aux défis environnementaux et de trouver des solutions adéquates face à cette crise. La rencontre s'est tenue à Lomé en présence des représentants des pays membres, des institutions régionales et internationales et des spécialistes de l'environnement. Honoré Kassa. Lomé a été du 25 au 27 février 2025 le théâtre d'une réunion régionale cruciale consacrée à l'état de l'environnement et du climat en Afrique de l'Ouest. Sous l'égide de la CEDEAO, cet événement a réuni des délégations des pays membres, des institutions spécialisées et des experts du domaine avec pour ambition de poser un diagnostic précis et de définir une stratégie commune face aux défis climatiques croissants. Les discussions ont mis en lumière une stratégie préoccupante: désertification galopante, érosion côtière menaçant et hausse des températures qui fragilisent davantage les économies déjà vulnérables de la région. Le rapport de synthèse validé à l'issue des travaux a dressé un tableau clair des enjeux environnementaux en identifiant les actions prioritaires pour renforcer la résilience des populations. Parmi les pistes avancées, la nécessité d'une coopération renforcée entre États s'est imposée comme un levier clé. Le financement des politiques climatiques, l'adoption de pratiques agricoles et industrielles durables, la protection des écosystèmes fragiles, ainsi que le renforcement des capacités institutionnelles ont constitué les axes majeurs des débats. En présence du ministre de l'Environnement, la volonté affichée de traduire les engagements de l'accord de Paris en actions concrètes est saluée. La réussite de cette initiative dépendra largement de la capacité des gouvernements à mobiliser des financements, à impliquer les populations et à assurer un suivi rigoureux des recommandations formulées. Les conclusions de cette réunion serviront de boussole pour les prochaines décisions de la CEDEAO en matière de politiques environnementales. Reste désormais à éviter que ces ambitions ne se heurtent aux lenteurs administratives et au manque de volonté politique qui freinent souvent les avancées de la région. Une autre rencontre a eu lieu la semaine dernière entre les acteurs du secteur agricole et le Conseil ouest-africain pour la recherche et le développement agricole. Cette rencontre consiste à réexaminer et à mettre au point les programmes sur l'agriculture face au climat en Afrique de l'Ouest et du Centre. L'initiative a pour but de ratifier la résilience des mécanismes agricoles et alimentaires confrontés au changement climatique. Irène Papadia. Face aux défis croissants du changement climatique qui varient selon les régions, les acteurs du secteur agricole en Afrique de l'Ouest et du Centre s'organisent pour repenser la planification et la mise en œuvre des programmes d'agriculture intelligente face au climat AIC. C'est dans ce cadre que le Conseil ouest et centrafricain pour la recherche et le développement agricole, CORAF, a initié la semaine dernière un atelier régional basé sur le développement d'une innovation intelligente par la recherche en agriculture. Financé par la Commission européenne, ce projet a pour objectif de renforcer la résilience des systèmes agricoles et alimentaires face au changement climatique. Pendant 4 jours, les participants ont défini les objectifs, les axes d'intervention et les ressources nécessaires pour le développement des plateformes pro-AIC, élaborer 2 feuilles de route pour finaliser ces programmes et assurer leur mise en œuvre efficace. Il a été également question de mettre en place une équipe de consultants chargée d'élaborer des documents stratégiques pour orienter l'action régionale.
Lors de cet atelier, le secrétaire exécutif d'Europa, Ouseni Ouedraogo, a insisté sur la nécessité de repenser la planification et la validation des programmes AIC. Il a également souligné que la région a déjà expérimenté plusieurs initiatives, mais que les résultats attendus tardent à se concrétiser. Selon le docteur Komla Gagnon, assistant technique au CORAF, ces 2 programmes ont été privilégiés suite aux réalités adaptées à chaque région. En Afrique de l'Ouest, la majorité des pays sont confrontés à des défis du Sahel, à l'exception des nations côtières qui possèdent quelques zones forestières. Ces réalités contrastent fortement avec celles d'Afrique centrale où prédominent de vastes forêts. À travers ces initiatives du CORAF, l'Afrique de l'Ouest et du Centre pose les bases d'une agriculture plus résiliente et durable, capable de répondre aux défis climatiques et alimentaires de demain. L'exécutif togolais envisage un remaniement de l'Agence nationale de l'assainissement et des salubrités publiques ANASAP. Lors du Conseil des ministres du 13 février dernier, un projet de décret visant à adapter le cadre réglementaire des enjeux de l'assainissement urbain a été passé au crible. L'objectif est de mieux structurer les actions et de redéfinir les responsabilités entre l'ANASAP, les collectivités locales et le district autonome du Grand Lomé. Néanmoins, le projet sera soumis à une nouvelle lecture avant son adoption. Léon Sabo. L'Agence nationale d'assainissement et de salubrité publique ANASAP, plus de 10 ans après sa création, sera sujette à un remaniement. Cette réorganisation, se référant à l'évolution des missions de l'agence, vise une meilleure structuration de ses actions et à l'adapter aux réalités actuelles. En tant qu'organe initialement conçu comme un appui conseil pour la coordination et le contrôle, l'ANASAP a de fil en aiguille dû intervenir directement sur le terrain, notamment dans la capitale togolaise, afin de répondre aux défis d'insalubrité. Le nouveau règlement, qui est toujours en cours d'étude, permettra de clarifier la répartition des responsabilités entre l'agence, les collectivités territoriales et le district autonome du Grand Lomé. Par cet acte, le gouvernement veut optimiser la gestion de l'assainissement et garantir un cadre de vie sain aux populations. Il faut rappeler que les activités de l'ANASAP sont exclusivement axées sur la salubrité et l'assainissement, plus précisément le curage des caniveaux, la destruction des dépotoirs sauvages, la création d'espaces verts et le désherbage. Depuis 2023, une antenne régionale a été installée à Kara pour renforcer l'efficacité de ces interventions sur la totalité du territoire. Face aux défis du changement climatique et de la déforestation, Madagascar et la République démocratique du Congo renforcent leur coopération pour la protection de l'environnement. Les 2 nations se sont mobilisées pour une opération de plantation de 3000 arbres sur l'île malgache lors de la journée africaine de l'environnement. Les images. Les membres des gouvernements du Congo-Brazzaville et de Madagascar se sont réunis le 3 mars 2025 à l'occasion de la Journée africaine de l'environnement pour une grande initiative de reboisement à Antolo, Jarnari, dans le district d'Ankazobé. Ils ont mis en terre 3000 arbres sur l'île malgache. Placée sous le haut patronage du président André Joël, cette action a mobilisé de hauts responsables des 2 pays, des partenaires internationaux et les jeunes du centre à Kamassoa dans Tolo Jarnari. Cette opération de plantation consiste à restaurer les forêts de cette grande île qui ont connu une diminution considérable au cours des 60 dernières années, à lutter contre la déforestation et le changement climatique. Le projet s'inscrit dans la décennie africaine et mondiale de la forestation et du reboisement promue
par le président congolais Denis Sassou Nguesso. Il rejoint également la vision de Madagascar d'atteindre 75 000 hectares de reboisement par an et de restaurer 4 millions d'hectares d'ici 2030. L'occasion a permis au Congo et Madagascar de réaffirmer leur engagement pour un avenir durable, montrant que la lutte contre la déforestation passe par des actions concertées et des initiatives communes. 7 morts et près de 3000 personnes affectées, c'était le bilan provisoire des inondations issues des dernières pluies au Botswana. Les autorités ont affirmé que plusieurs personnes ont pu être évacuées. Le président de la République, Duma Boko, a annoncé des mesures d'atténuation, notamment l'aménagement des infrastructures d'assainissement. Irène Papadina. Le président de la République du Botswana, Duma Boko, a annoncé lors d'un discours national samedi dernier que le bilan des inondations dans le pays s'est alourdi à 7 morts et 3000 sinistrés. Dans la capitale Gaborone, le barrage situé sur la rivière Notsouane a débordé. Des voitures ont été emportées et des propriétés inondées alors que les secouristes se préparaient à de nouvelles pluies dans les jours à venir. D'après les responsables de la gestion des catastrophes, un drainage inadéquat dans les zones urbaines pourrait avoir contribué à l'accumulation de l'eau dans certaines zones bases les plus touchées. Face à cette situation critique, le chef de l'État a invoqué une révision complète des infrastructures nationales. Selon le président, il est essentiel de revoir la planification des infrastructures afin de renforcer la gestion des risques de catastrophes. Pour rappel, plus de 2994 personnes ont été affectées, dont 705 enfants et 1749 personnes évacuées de leur foyer, selon les chiffres officiels. Les autorités ont temporairement fermé les écoles et bloqué les routes. Le président a exprimé sa gratitude envers les citoyens et les membres des différentes forces, y compris la police et l'armée, pour leurs efforts héroïques qu'ils ont déployés afin de sauver les personnes sinistrées. Dans l'actualité également, après la défaite des discussions de la COP16 sur la biodiversité à Cali, en Colombie, les délégués de près de 150 pays ont finalement trouvé une solution sur le financement de la préservation de la nature dans le monde. Cela a été possible grâce à des pourparlers entre les parties prenantes tenus dans la nuit du 27 février dernier à Rome, en Italie. Vivas. C'est un succès qui vient couronner la session de rattrapage de la COP16 sur la biodiversité. 4 mois après l'échec des négociations à Cali en Colombie, les pays signataires de la Convention des Nations Unies sur la biodiversité sont parvenus à un compromis autour d'une feuille de route d'ici 2030. C'est au siège de la FAO à Rome que les délégués de 150 pays ont trouvé le consensus pour augmenter les financements alloués à la préservation de la biodiversité qui s'effondre sur la planète à cause des pressions humaines. Ce succès des négociations est salué par la ministre colombienne de l'Environnement et présidente de la COP, Susana Muhammad. Elle déclare que cet accord donne des bras, des jambes et des muscles à l'accord de Kunming-Montréal sur la biodiversité adopté en décembre 2022 au Canada. Ce dernier prévoit notamment qu'à l'horizon 2030, les pays du monde protègent 30% des terres et des mers sur le globe et restaurent au moins 30% des écosystèmes dégradés. Pour combler le déficit d'argent nécessaire, afin de remplir ces objectifs, les pays réunis dans la capitale italienne ont établi une feuille de route de 5 ans pour évaluer et améliorer les instruments financiers et décider en 2028 s'il faut créer ou non un nouveau fonds. Les négociateurs ont aussi adopté les modalités selon lesquelles les efforts des États pour protéger la nature seront évalués au niveau mondial lors de la prochaine COP prévue en Arménie en 2026. Le déblocage obtenu au siège romain de l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture est un bon signal pour les négociations sur la pollution plastique à venir et pour les négociations sur le climat à la fin de cette année 2025. En Guadeloupe, la dernière centrale thermique de Moule exploitée par l'entreprise productrice d'énergie renouvelable Albiomont
met fin à l'utilisation du charbon dans la production d'électricité d'ici quelques mois. Désormais, le charbon sera remplacé à 100% par la biomasse. La mesure vise à promouvoir l'utilisation des énergies renouvelables en France. Plus de charbon dans la production d'électricité en Guadeloupe à partir de juillet 2025. La dernière centrale thermique de Moule située en Outre-mer en France a décidé d'abandonner le charbon au détriment des énergies renouvelables. En effet, l'entreprise productrice d'énergie renouvelable Albioma va remplacer toutes les unités de cette centrale par une combinaison de biomasse locale et de granulés de bois certifiés en provenance de son usine du Canada. D'après la société, ce mécanisme permet de rejeter 200 000 tonnes de CO2 chaque année. Elle a souligné que ces émissions directes de gaz à effet de serre vont diminuer de 87% par rapport au fonctionnement actuel de la centrale. Ceci contribuera à hausser la part des énergies renouvelables dans le mix énergétique guadeloupéen, passant de 35% à 45%. Cette transition énergétique reflète l'engagement de la société Albioma dans la préservation de l'environnement. Il sera désormais possible de devenir citoyen de Nauru avec $105 000 ou 100 000 € environ. Cette petite île située au nord-est de l'Australie est menacée par la montée des eaux, la multiplication des tempêtes et l'érosion côtière due au réchauffement climatique, d'où la décision de vendre ses passeports pour financer des mesures de protection. On en parle avec Léon Sab. $105 000, soit environ 100 000 €. C'est la somme qu'il faudra payer pour le passeport de l'île de Nauru, donnant accès à des dizaines de pays. En effet, suite à la montée des eaux qui menacent sa population, l'État insulaire situé en Micronésie vend sa nationalité pour assurer son déménagement futur. Logée à une faible altitude, cette île de 13 000 habitants est en proie aux effets du changement climatique, plus précisément à la hausse du niveau de la mer qui ronge son littoral. Selon les experts du climat de l'ONU, l'île de Nauru et 4 autres États, à savoir le Tuvalu, les îles Marshall, les Maldives et Kiribati, risquent de devenir inhabitables d'ici 2100, avec comme conséquence plus de 600 000 réfugiés climatiques. Pour le président David Ediang, il ne s'agit pas seulement de s'adapter au changement climatique, mais de garantir un avenir prospère et durable pour les générations futures. Avec une superficie de 21 km², l'île de Nauru est l'une des plus petites nations du monde. Son sous-sol riche en gisements de phosphate faisait autrefois d'elle l'un des territoires au PIB le plus élevé de la planète. Malheureusement, ces réserves ont tari et les chercheurs estiment que ces exploitations ont rongé 80% du territoire. Quant au reste, il est attaqué par la mer. Le directeur de ce programme de citoyenneté pour la résilience économique et climatique, Edouard Clark, révèle que les fonds d'aide climatique ne suffisent pas pour répondre aux défis et que les premières demandes sont en cours d'analyse. Le gouvernement espère récolter 5,7 millions de dollars dès la première année grâce à cette mesure et que ça passera progressivement à 43 millions par après. Les autorités estiment que 90% de la population devra être déplacée vers des terres en altitude, nécessitant d'importants aménagements estimés à plus de 60 millions de dollars. Plusieurs autres États du Pacifique comme le Vanuatu, les îles Samoa et le royaume de Tonga ont déjà appliqué ce système de passeport doré. Ainsi s'achève cette randonnée de l'information. Merci de votre aimable attention. Excellent week-end à tous et bon carême à tous les musulmans du monde entier. At Green TV International, we revive the environment.